Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux macro et microéconomiques dans Smart Bourse. Smart Bourse, une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur bismart.fr, mais aussi écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, le gouvernement chinois a fait savoir ce matin que la vaccination allait être renforcée pour les personnes de plus de 80 ans et que la période entre deux vaccinations allait être réduite. La Chine qui fait face depuis plusieurs jours à une vague de manifestations contre la politique zéro Covid du gouvernement chinois, avec une séquence particulièrement accrue ce week-end. Sur le sujet des contestations, justement, le gouvernement chinois se trouve dans une situation délicate entre le choix d'une réouverture trop rapide qui pourrait avoir de lourdes conséquences sanitaires et un maintien de la politique zéro Covid avec ses conséquences sociales et économiques. Hier, un responsable de l'administration nationale pour le contrôle et la prévention des maladies a commenté la situation de ce week-end, estimant que la contestation est due à une approche zélée et indifférenciée des mesures au niveau local plutôt qu'à une remise en cause des mesures elles-mêmes. Sur le volet économique, les investisseurs regardent également ce qu'il se passe en Chine et plus spécifiquement sur le secteur immobilier chinois. Le gouvernement chinois annonce en effet depuis un peu plus d'une semaine une série de mesures visant à soutenir le secteur qui représente tout de même un quart du PIB chinois. Hier, l'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières a levé l'interdiction de refinancer les actions cotées en bourse de promoteurs immobiliers. Une décision qui devrait permettre aux entreprises concernées de se servir à nouveau des marchés financiers pour trouver des financements via l'émission de nouvelles actions par exemple. Nous commenterons ensemble dans un instant ces mesures que l'on pourrait qualifier de plan de relance du secteur immobilier chinois. Et enfin, nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission sur l'investissement obligataire et sur toutes les choses à savoir en matière d'obligations alors que la hausse des taux des banques centrales redonne ses lettres de noblesse à un certain nombre d'investissements obligataires. A tout de suite dans Smart Bourse. Et pour commencer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être accompagnés au téléphone par Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR-AM. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse à la mi-journée. Alors on va revenir effectivement sur les actualités en provenance de Chine. On va commencer par cette vague de contestation que l'on a pu suivre ce week-end en lien notamment avec la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois. On a eu quelques réactions du gouvernement chinois dans la nuit ou ce matin, notamment sur un renforcement de la politique de vaccination en Chine, notamment pour les plus de 80 ans. Si on regarde la situation de manière globale, quelles sont les options qui s'offre au gouvernement de Xi Jinping à l'heure actuelle? Alors effectivement, la situation semble très très complexe en Chine. On a parlé beaucoup ce week-end des manifestations dans les grandes villes, dans les campus, sur les campus. On parle quand même de 79 campus dans lesquels des manifestations ont eu lieu le 28 novembre. Donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et je crois qu'il fait peur aux autorités parce que on se rappelle tous des événements de 1989 et quand ce sont les étudiants, il y a toujours un peu d'inquiétude. Donc effectivement, il faut prendre des mesures. Les mesures je dirais disponibles pour le gouvernement, elles avaient déjà un peu été annoncées la semaine dernière et ce qui avait il y a 2 semaines même, ce qui avait alimenté le rebond du marché sur la période, sur le tout début du mois de novembre, entre le 31 octobre et le 15 novembre à peu près, où on avait eu un rebond de ce marché à actions chinois. Ces mesures, c'est vraiment de se centrer effectivement sur la vaccination qui était très fortement en retard, non pas au niveau national, mais sur la portion, vraiment la partie des personnes les plus en risque, les plus âgées, contrairement à ce qu'on avait fait en Occident, où on avait donné finalement priorité à la vaccination des plus âgés. En Chine, on avait vacciné en priorité ceux qui travaillent,
la population active. Donc forcément, il y avait un retard de ce côté-là, et puis peut-être un peu moins de culture de la vaccination pour ces personnes plus âgées en Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la communication de ce matin, ce qui était mis en avant, c'est que entre je crois que c'était le 11 novembre où on avait eu la publication des nouvelles mesures et où on constatait un taux de vaccination pour la troisième, enfin le rappel, qui était à 40% chez les personnes âgées. Et bien ce fameux taux serait passé à plus de 60%. Je crois qu'on parle de 68%, 65% pardon, au 28 novembre. Donc l'idée, c'est de mettre en avant que bon voilà, les autorités agissent et que s'il y a vaccination des plus fragiles, on pourra envisager une réouverture progressive. Mais on le voit, c'est très compliqué puisqu'il y a un volet politique dans cette affaire, puisque c'est si le président Xi Jinping, lors du 20e congrès du parti, a quand même beaucoup disserté sur les avancées et la réussite de sa politique du zéro Covid, qui certes a fonctionné au moment de Wuhan et de la première vague, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui face à un Omicron qui est beaucoup plus contagieux, mais finalement plus léger en impact, je dirais, sanitaire. Donc cette politique ne convient plus, mais les autorités ont du mal à en sortir. Et puis il y a des collectivités locales qui ont tellement peur de voir une accélération des cas ou des décès surtout, qu'ils appliquent vraiment à la lettre la politique du zéro Covid. Et là, ça cause des problématiques assez fortes dans une logique je dirais, conjoncturelle qui est très très entamée. On n'a pas de confiance dans cette économie chinoise. Il y a des ménages qui ne consomment plus, qui ne peuvent plus consommer, donc ils ne consomment plus, qui ne sortent plus, une activité industrielle qui est freinée par les problématiques d'approvisionnement. Et aujourd'hui, je crois que ce qui leur fait le plus peur, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que même dans les campagnes, on a des sujets liés à cette politique du zéro Covid. On a des problématiques de culture, de collecte des légumes, d'approvisionnement dans les magasins pour nourrir la population. Et il faut bien garder en tête que certes, le contrat, si on peut appeler ça un contrat moral entre le parti et la population chinoise, c'est d'assurer la santé, mais aussi la sécurité alimentaire. Pardon. Alors justement, et donc, c'est ce problème-là qui me semble être inquiétant. Et dans les manifs, on entendait bien le cri « on a faim ». Et ça a dû les alerter. Et Laetitia Baldeschi, justement, alors effectivement, vous l'avez dit, les marchés financiers se sont émus il y a 2 semaines de la politique de réouverture potentielle très progressive, effectivement, en Chine, mais on parlait d'un calendrier gouvernemental. Est-ce que les événements de ce week-end peuvent remettre en cause ces perspectives de réouverture très progressive ou d'assouplissement de la politique zéro Covid du gouvernement chinois ? Je pense qu'ils vont essayer d'accélérer la réouverture, mais en étant très 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 prudents, comme toujours, et surtout en évitant de communiquer sur le fait qu'ils réouvrent et que finalement c'était peut-être pas forcément la meilleure option. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de ne pas entacher le mythe de l'infaillibilité du président Xi Jinping. Donc on va avoir quelque chose d'assez, je pense, progressif, en partant de certaines régions où on a moins de cas, même si on voit bien l'Omicron, ça fait la contagion de cette variante du virus est très rapide et surtout s'étale dans plein de provinces. Donc, mais ils vont alléger, ils n'ont pas le choix. Je crois. Et surtout, ils vont reporter les problématiques sur l'application au niveau local. Vous voyez, des grandes décisions du gouvernement de façon à ne pas faire porter sur Xi Jinping et son gouvernement la responsabilité d'une mauvaise application de l'assouplissement. Donc on va avoir vraisemblablement, évidemment, si les contaminations se calment un peu, là on est toujours sur des niveaux assez élevés, on est sur 40 000 nouvelles contaminations au jour. Mais quand on regarde encore une fois les cas avec symptômes, c'est moins de 4 000.
Donc c'est vraiment l'Omicron qui leur pose problème, et très clairement la politique n'est plus du tout adaptée à la situation, et il est urgent de faire quelque chose parce que cette économie chinoise ne rebondit pas du tout. Alors, il y a l'économie chinoise et puis il y a l'impact sur l'économie mondiale. Laetitia Baldeschi, on a notamment vu des manifestations dans des usines qui sont des sous-traitants de fabricants américains. Notamment, on a beaucoup suivi ce week-end les manifestations chez un sous-traitant d'Apple. Est-ce que la situation actuelle en Chine peut avoir un impact à court terme pour les entreprises occidentales ? Bien entendu, puisque les manifestations, les mesures de restriction d'activité perturbent toujours ces chaînes d'approvisionnement. On a eu encore, au Japon ce matin, la publication de ventes d'automobiles qui n'était pas terrible parce qu'ils n'ont pas les flux, tout n'est pas revenu à la normale dans les flux d'approvisionnement. Et quand la Chine, qui est vraiment très intégrée dans ce commerce, notamment asiatique, si on parle que de la zone asiatique, mais mondiale, eh bien, si la Chine rencontre des difficultés, on parle de mesures de confinement qui affectent jusqu'à 25% du PIB national. Donc ce n'est pas anodin. On voit bien sur l'usine de Foxconn, effectivement sous-traitant d'Apple, les problématiques observées la semaine dernière. Alors, soit dit en passant, il y a beaucoup lié à une problématique de versement de primes promises et non versées. Donc au-delà de la situation sanitaire, il y a aussi une problématique, je crois vraiment, de revenus pour les ménages chinois qui continue de peser et qui explique une partie de la baisse, la chute de la confiance de ces derniers, même s'il y a évidemment l'immobilier qui alimente aussi l'état d'esprit actuel en Chine. Et alors, justement, Laetitia Baldeschi, alors l'immobilier chinois, on le rappelle, c'est 25% à peu près du PIB en Chine. On voit quand même une série de mesures visant à favoriser ou en tout cas à soutenir cet immobilier chinois depuis environ 2 semaines. Certains parlent même de plan de relance de l'immobilier chinois, avec la dernière mesure en date qui lève effectivement l'interdiction de refinancement des actions cotées en bourse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce revirement finalement du gouvernement chinois? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie chinoise, ce plan de soutien finalement à l'immobilier, ou est-ce que c'est l'aveu d'une erreur de politique économique qui remonte maintenant à 1 an? Effectivement, je pense pas que ce soit dans l'esprit des autorités une erreur de politique économique. La volonté d'assainir le mode opératoire du secteur immobilier avait été de longue date annoncée. Et quelque part, c'était nécessaire. Maintenant, je pense qu'ils ont sous-estimé l'impact sur l'économie globale chinoise. Mais on est aussi dans un climat particulier, comme on vient d'en parler depuis quelques minutes déjà. Ces mesures sur l'immobilier, elles avaient été annoncées en même temps que les 20 mesures pour alléger les restrictions sanitaires. Il y avait eu un plan de 16 mesures sur l'immobilier, et elles sont déclinées maintenant, elles rentrent en application et on en voit la portée. Et globalement, la banque centrale chinoise et les autorités de régulation s'attachent au refinancement des promoteurs immobiliers en essayant de faire le tri entre les sains et les moins sains, ceux qui provoquent sont d'ampleur à provoquer un risque systémique, et les autres, et pour essayer d'assainir un petit peu cette situation. Parce que là, on est dans une situation de blocage complet où ces promoteurs n'ont plus accès au financement et donc ne peuvent plus rien faire, n'assument plus leur chantier en cours, et donc il n'y a pas de livraison, il y a un problème de refinancement et de dette, d'assumer des dettes douteuses pour les banques locales, et ce sont les collectivités locales qui se mettent en face. Elles n'ont plus les ressources liées à l'immobilier, et donc on est dans une boucle infernale, un cercle vicieux complet où toutes les sources de soutien à l'économie nationale sont en train de s'effondrer. Donc il était urgent de remettre de l'argent dans le système pour au moins permettre aux promoteurs de se refinancer pour assumer les chantiers en cours. Mais attention, c'est une crise immobilière d'une ampleur considérable, et donc il me semble que cela va prendre des mois
si ce n'est des années, pour assainir tout ce système et relancer cette machine. Mais c'est primordial notamment pour les ménages, leur redonner un petit peu de confiance. Il faut se rappeler que l'immobilier, c'est la source principale d'épargne des ménages. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Pour cette deuxième interview de Smart Bourse, je vous propose de revoir l'interview de Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Il était sur le plateau de Smart Bourse il y a quelques jours afin de détailler le fonctionnement de l'investissement obligataire, porté actuellement par les hausses de taux des banques centrales. Louis Yang qui revenait en détail sur l'investissement donc en obligation, en commençant par se demander tout simplement ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est un titre de créance qu'un émetteur, qui peut être un État ou une entreprise, va émettre pour pouvoir financer sa dette. Et un détenteur, donc un investisseur, va pouvoir acheter en fait cette obligation. Et en contrepartie, elle va pouvoir toucher des coupons à un intervalle régulier, chaque année par exemple. Et au terme, à l'échéance de l'obligation, le nominal lui sera remboursé. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour une obligation, on va dire classique, l'investisseur, il sait quel coupon il va toucher, par exemple 5% chaque année. Il va savoir à quel moment l'échéance de l'obligation va arriver, à quel moment il va être entièrement remboursé. Son nominal va être remboursé, par exemple 8 ans. Voilà. Le coupon, finalement, c'est les intérêts de l'emprunt, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. Louis Yang, pourquoi est-ce qu'on reparle des obligations actuellement ? On a l'habitude de suivre les marchés actions, c'est le premier réflexe qu'on a. Pourquoi est-ce que les obligations reviennent sur le devant de la scène actuellement ? C'est la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que là, on a quand même connu pas mal d'années avec des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs. Donc très clairement, il y avait très peu d'opportunités sur le marché obligataire. Et là, cette année, avec les différentes hausses de taux des banques centrales, il y a eu deux phénomènes en fait qu'il ne faut pas confondre. D'un côté, il y a le marché obligataire, donc le marché secondaire qui a fortement baissé. Il y a eu un crack. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme, il est un peu inversé. C'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt montent, les obligations du marché secondaire, le prix va baisser. La valeur de l'obligation baisse. Exactement, le prix. Exactement. Et donc du coup là, il y a eu un crack. Donc ça, c'est parce qu'on rappelle que comme une action qu'on peut revendre, une obligation on peut la revendre et c'est sa valeur effectivement qui fluctue également. Exactement, c'est tout à fait ça. Et le second effet, c'est que du coup sur le marché primaire, donc des nouvelles obligations, les nouvelles émissions, ces acteurs-là, que ce soit des États ou des entreprises qui cherchent du financement, si elles veulent être attractifs au niveau des investisseurs, elles sont obligées de proposer des obligations avec des taux intéressants. Donc là, j'ai pris l'exemple de 5%, mais maintenant dans le contexte actuel, c'est assez courant d'avoir il y a de plus en plus d'obligations qui vont proposer des coupons de 5, 6, 7% en fonction du type de société ou d'État. Et alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, parce que je refais l'analogie avec les actions, mais c'est ce que le plus de gens connaissent. La valeur d'une action est généralement en lien avec les résultats d'une entreprise ou la solidité financière d'une entreprise. Pas que, évidemment, mais on peut penser, ou en tout cas au départ, c'était peut-être un petit peu l'idée. Comment cela fonctionne pour une obligation ? Alors une obligation, ça va dépendre aussi effectivement de la santé de l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur, que ce soit un État, ça peut être la France, l'Allemagne, les États-Unis ou une entreprise, elle va être notée. En fait, il y a les fameuses agences de notation qu'on connaît tous, donc les Moody's, les Standard & Poor's, elles vont noter justement tous ces émetteurs. Et en fonction en fait de la solidité de l'émetteur, l'obligation va être différente. C'est-à-dire qu'un émetteur qui va être bien noté, le fameux AAA qui est la meilleure note par exemple, ces émetteurs-là qui sont les plus solides vont proposer en fait des rendements plus faibles. C'est toujours le même couple rendement-risque, c'est-à-dire que moins il y a de risque, moins il y a de rendement. Moins il y a de risque de ne pas rembourser la dette, c'est ça ? C'est ça, qui est de faillite en fait. Le risque, effectivement, le risque, on pourra sûrement développer ça, mais disons que le principal risque d'une obligation, c'est que l'émetteur fasse faillite. D'accord. Et donc que la dette ne soit pas remboursée. Et donc la notation vient donner une indication sur les risques de l'émetteur en question. Exactement. Et après, c'est à chaque investisseur
l'investisseur, en fonction de son profil de risque, de diversifier, d'aller sur des obligations investment grade ou des junk bonds, c'est-à-dire des obligations pourries en français, qui vont proposer des taux de rendement très élevés, mais en contrepartie avec un risque de faillite. Alors, vous l'avez expliqué, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Il y a effectivement investment grade, si on parle du vocabulaire d'une obligation, il y a l'investment grade. Il y a également ce qu'on appelle le high yield. Alors, qu'est-ce que c'est que le high yield ? Le high yield, c'est le haut rendement. Donc, ce sont des obligations qui vont proposer un haut rendement versus un risque élevé. Enfin, versus en prenant en compte le fait qu'il y a un risque élevé, effectivement, puisqu'on propose un rendement un peu plus élevé. Donc là, effectivement, on a posé un petit peu le constat du fonctionnement d'une obligation, d'un investissement obligataire. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on investit dans une obligation ? Alors, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de passer par un fonds, donc une SICAV par exemple. Il va y avoir des SICAV obligataires qui sont gérés par des gérants qui vont investir pour vous dans différents types d'obligations. Donc ça, c'est une première méthode, en sachant que ces SICAV, on peut les mettre sur un compte titre, un PEA, une assurance vie. D'ailleurs, en parlant de l'assurance vie, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs finalement qui sont investis en obligataire sans forcément faire attention, parce que le fonds euro de l'assurance vie est principalement composé d'obligations. D'accord. D'obligations d'État pour le coup. Oui. Principalement. Et tout à fait. Même si dernièrement il y a eu plus de diversification, mais on va dire oui, la grande majorité des fonds euros, c'est des obligations d'État. Et donc du coup, en fait, lorsqu'on a du fonds euro d'assurance vie, en fait, on a de l'obligation. Donc ça, c'est le premier moyen d'investir en obligation, c'est via des SICAV, effectivement. Il y a d'autres manières d'investir en obligation. Alors il y a évidemment, maintenant c'est devenu incontournable, les trackers, les ETF. Bien sûr. On va aller traquer différents types d'indices obligataires. Donc ça, c'est une autre manière d'investir sur les obligations. Ce qu'il faut savoir que cette année, on a en Europe à peu près presque 40% des ETF qui sont des ETF obligataires en fait. D'accord. Au niveau des avoirs. Donc très clairement, il y a une vraie tendance sur ce type de placement. Donc ça, c'est une autre manière. Et là aussi, on peut trouver des thématiques sur les ETF, par exemple, sur les différents types d'ETF obligataires ? Ah oui, il y a beaucoup de choix. Alors là, effectivement, on peut être sur du corporate, donc des obligations corporate, donc des obligations émises par des sociétés. Après, il va y avoir aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse dans le contexte d'inflation actuelle. Il va y avoir aussi des ETF sur des obligations qui sont indexées à l'inflation. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Voilà. Donc il y a différents, il y a un horizon assez large aussi. Il y a des thématiques dans l'obligataire également quand on parle d'ETF ou de tracker. C'est ça. Donc là, on a parlé de SICAV, on a parlé d'ETF. Effectivement, j'imagine qu'on peut en acheter en direct aussi. Oui, des obligations. c'est la manière, on va dire peut-être la plus simple, mais qui n'est pas forcément la plus courante. Pour une raison simple, c'est que beaucoup d'obligations ont des coupures très élevées. C'est-à-dire que la coupure minimum d'une obligation, ça peut être 100 000 euros. D'accord. En sachant que pour tout bon investisseur, il faut diversifier. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un portefeuille global assez conséquent. Ça veut dire qu'une obligation vaudrait 100 000 euros. Ou il faut investir, ou en tout cas prêter 100 000 euros pour... Exactement. D'accord. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est plus compliqué de diversifier quand on a un portefeuille plus petit. Ce qui fait que du coup, l'obligataire en direct, c'est pas forcément jusqu'à présent la manière la plus courante. D'accord. Même si de plus en plus, il y a des coupures d'obligations à 1 000 euros. D'accord. Là, du coup, ça permet à l'investisseur avec un moins capitalisé d'aller diversifier, investir, et auquel cas, c'est effectivement une manière d'investir dans les obligations en direct. Oui, sachant que après, la question, ça dépend de l'investisseur, mais est-ce qu'investir en obligataire, c'est acheter une obligation ou acheter plusieurs obligations de plusieurs sociétés ? Donc on revient sur ce sujet de diversification. Oui. Je pense que tout miser sur une obligation, sur une entreprise ou un État, c'est quand même pas forcément complexe. Idée, voilà, mais donc il faut effectivement avoir le capital pour aller diversifier son portefeuille. Justement, pourquoi il faut diversifier ? C'est parce qu'il faut diversifier le risque. Quels sont les risques que présentent des investissements obligataires ? On l'a vu, donc le principal risque dans l'obligataire, c'est le risque de faillite de l'émetteur. D'accord. C'est-à-dire que l'émetteur fait faillite et du coup, vous récupérez pas votre nominal et vous touchez plus les coupons. Donc ça, c'est vraiment le principal risque. Et ce risque-là, il y a un autre critère qui vous permet de le minimiser, c'est l'échéance de l'obligation. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, surtout dans le contexte actuel, d'aller privilégier des obligations avec des échéances courtes de 2-3 ans, plutôt que des obligations sur 8-9 ans. D'accord. C'est assez logique. Bien sûr. Évidemment, plus le laps de temps est faible, moins le risque de faillite est grand. Donc et du coup, ça joue sur le rendement de l'obligation, qu'elle soit court ou moyen terme ? Ça peut jouer, mais encore une fois, il y a d'autres critères. Il y a la notation, la solidité de l'émetteur, il y a le marché secondaire, il y a les taux d'intérêt. Donc il y a plein d'autres critères qui vont jouer. Et effectivement, l'autre risque, alors là, c'est un risque
Ça va dépendre de votre stratégie. C'est-à-dire si votre stratégie d'investissement, c'est acheter une obligation et la conserver jusqu'à l'échéance, vous n'allez pas être concerné par les fluctuations de prix. D'accord. Ou moins, sauf s'il y a une exception. Mais disons que si vous tenez votre stratégie, la variation du prix de l'obligataire, c'est moins votre problématique. En revanche, si vous achetez par exemple une SICAV, le gérant de la SICAV va faire des arbitrages d'achat-vente. Et comme le marché obligataire va fluctuer, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la fluctuation des taux d'intérêt, on peut se retrouver du coup avec des obligations qui sont en moins-value. Donc, du coup, c'est important, je pense que pour les investisseurs obligataires, surtout les novices, regardez pas uniquement le coupon. Il faut regarder en fait le rendement courant, c'est-à-dire qui tient compte du prix de l'obligataire, parce que ça peut valoir, lorsqu'elle est émise, ça vaut 100, mais ça peut augmenter, mais ça peut baisser aussi. Et donc ça, il faut regarder le rendement courant. Et l'autre point, si on se projette même à échéance, regardez ce qu'on appelle le rendement actuariel, qui tient compte des intérêts composés, parce que il y a ces fameux effets boule de neige, les intérêts produisent des intérêts dans la durée. Et alors, pour bien comprendre justement sur ce sujet valeur d'une obligation, la seule composante qui peut faire évoluer la valeur d'une obligation, c'est les taux d'intérêt, c'est ça? Alors, les taux d'intérêt, exactement. C'est vraiment le critère qu'il faut. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand les taux montent, la valeur des obligations sur le marché secondaire vont baisser. D'accord. En revanche, lorsque les taux d'intérêt... parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles obligations qui sont émises et qui potentiellement vont rapporter plus de rendement que celles qui existent. Voilà, c'est exactement ça. Et par contre, le phénomène inverse se produit aussi lorsque les taux d'intérêt baissent. À ce moment-là, la valeur des obligations du marché secondaire vont augmenter. Il y a d'autres risques à prendre en compte. Effectivement, on parle d'obligataires souverains, mais alors parfois on va les acheter en euros, parfois en dollars, parfois en yens. On a vu effectivement les spreads actuellement sur ces différentes devises. Est-ce que ça, c'est aussi un risque à prendre en compte? Totalement. Si vous avez des obligations qui ne sont pas dans votre devise nationale, c'est clairement un risque. Le taux de change, c'est un vrai risque à prendre en compte. Quand on regarde l'évolution de l'euro-dollar, c'est clairement quelque chose de difficile à anticiper. Si vous êtes sur une obligation à maturité 8 ans, c'est difficile d'aller anticiper sur 8 ans comment l'euro-dollar va fluctuer. Donc, si vous voulez minimiser ce risque, à ce moment-là, privilégiez les obligations en euros. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est aussi, là, on a parlé des grosses devises, mais faites attention aussi aux devises qualifiées d'exotiques. Bien sûr. Où là, la roupie indienne, livre turc, etc. Là, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement peut-être des rendements très intéressants, mais ne pas négliger le risque de taux de change. Oui, parce que une variation sur le taux obligataire pourrait faire prendre de la valeur à l'obligation, mais attention au taux de change qui pourrait faire perdre de la valeur à votre investissement. Exactement. Voilà, Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, revenait sur le plateau de Smart Bourse sur l'investissement obligataire. On le rappelle, porté actuellement par la hausse des taux des banques centrales. Merci de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. On rappelle que le CAC 40 évolue actuellement dans le vert, plus 0,29% à l'heure où on se parle, à 6684 points. C'est la fin de cette édition de Smart Bourse que vous pourrez retrouver en replay sur bismart.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse, 1 heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux macroéconomiques mais également économiques des marchés financiers. À ce soir. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.